problèmes qu'elle rencontre dans l'entrepreneuriat féminin, mais relié et axé au numérique. Alors, si on peut avoir un micro pour nos intervenantes, s'il vous plaît. Ok, d'accord. On va laisser, elle a déjà le micro, Véronique, et on va te demander à toi, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de toi? Parce que ça, quand même, je pense que je n'ai pas tout dit. Vas-y, présente-toi, s'il te plaît. Merci. Bonjour à tous. Je suis Véronique Quadio. Je travaille chez Orange. J'ai une quinzaine d'expériences professionnelles, aussi bien dans les télécoms que dans les services en général. J'ai une fibre entrepreneuriale. C'est vrai qu'il y a des choses, je bricole un peu, je fais pas mal de choses. Et je suis très intéressée par tout ce qui est numérique, tout ce qui est technologie, parce que la révolution technologique, elle n'est pas que numérique, elle est aussi culturelle. Donc, il faut utiliser le numérique pour tout ce qu'on fait, pour la culture, pour tout ce qu'on développe et tout. Et voilà un peu. D'accord. Christelle, la même question. Dis-nous encore beaucoup sur toi. Ça... Oui, c'est bon. Merci. Alors, c'est un peu difficile de parler de soi. D'accord. Alors, comme elle a dit tout à l'heure, j'ai une quinzaine aussi d'années professionnelles. Je suis diplômée de marketing. Aujourd'hui aussi certifiée experte en genre et développement. J'ai travaillé dans le secteur aussi bien public que privé. Et j'ai été très tôt, à la sortie de l'université, confrontée à la vague des technologies de l'information et de la communication à travers un mouvement associatif en Afrique francophone, des logiciels libres. Je ne sais pas si vous connaissez Linux et logiciels libres. Et donc j'ai été très tôt familière à Internet. J'ai eu un engagement très fort au niveau social. Donc j'ai connu plusieurs vies en tant qu'entrepreneur, en tant que salarié, en tant qu'activiste, si je peux dire, social, justement pour une meilleure appropriation des technologies par la jeunesse africaine. Et à partir de là, ça m'a ouvert les yeux sur la présence insuffisante en face de l'immense opportunité qu'offrent les technologies. Il y avait une quasi-absence des femmes et donc du coup, nous avons lancé en 2007 le mouvement Femmes et TIC, donc Femmes et Technologies de l'Information et de la Communication, et aujourd'hui qui s'inscrit dans un réseau aussi que nous avons initié au niveau francophone, qui est le réseau Femmes Numériques et Développement, justement pour toucher les questions de genre et de développement dans le secteur des TIC. Voilà ce que je peux dire. Aujourd'hui, je suis directrice générale d'une entreprise qui s'appelle Ictina. Donc, c'est une entreprise spécialisée dans le business développement qui utilise à forte valeur ajoutée le numérique dans tout ce qui est déployé comme solution pour ses clients. D'accord. On va se tourner vers Maïmouna, donc Koné. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire en plus de ce qu'on a dit entre tes activités, de toutes tes activités, qu'est-ce qu'on peut dire en plus à notre public? Bonsoir à tous et à toutes. Je suis Maïmouna Koné, fondatrice de Dynex Africa. Alors, Dynamique et Excellente d'Afrique est un programme d'encadrement qui répond justement aux besoins d'intéresser les jeunes filles très tôt aux questions des TIC. Donc, nous travaillons sur un modèle précis qui s'appelle l'ESTIM, donc sciences, technologie, ingénierie et mathématiques. Donc, on fait des ateliers pratiques avec des jeunes filles pour leur apprendre tout ce qui est robotique, drone, développement web ou encore de l'électronique. Donc, l'un des challenges majeurs que nous avons, c'est de réduire justement la fracture numérique et de travailler de telle sorte que les filles ne restent pas en marge. Je dis filles parce que ce sont des femmes en devenir et elles sont encore au lycée et au collège, donc à ce qu'elles ne restent pas en marge de tout ce qu'il y a comme évolution technologique et tout. D'accord, donc je rappelle qu'on est à la 6e édition de l'Africa Web Festival. On rappelle que le thème général de cette édition, c'est accélérer la numérisation de l'Afrique. Alors, c'est clair qu'on comprend que l'Afrique, à l'image du monde entier, est en train de partir dans ce brassage numérique qui est en train de se créer. Alors, nous, on va parler aujourd'hui
d'entrepreneuriat féminin dans les TIC. Et donc, ce thème-là, en fait, a été relevé parce qu'on a compris que les femmes ne sont pas très présentes dans les activités numériques, donc dans le secteur TIC. Alors, j'ai envie de me tourner vers Christelle et lui demander pour elle comment s'explique, en fait, ce taux si faible de femmes dans ce secteur qui apporte vraiment beaucoup d'opportunités professionnelles. On sait tous qu'Internet, il y a beaucoup d'opportunités. La preuve, c'est que vous trois également et moi, nous exerçons dans ce domaine-là. Pour vous, en fait, avec le regard des activités que vous faites avec Femmes Éthiques, pourquoi il n'y a pas beaucoup de femmes qui entreprennent dans le numérique? Alors, avant, on a changé, les noms ont changé. Tout ce qui concerne les technologies, je me rappelle au début, dans les années 2000, on disait NTIC, donc Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication. Après, on a dit TIC, donc on a enlevé le N, ce n'est plus nouveau. Et maintenant, on a un mot, un vocable plus global, on dit numérique. Donc, il y a eu une évolution. Donc, au départ, pour une meilleure orientation, il faut avoir de l'information. Alors, donc, nous faisons partie de ces personnes-là. Quand on sortait du lycée, on n'avait que... les sciences, pour nous, c'était la pharmacie, la médecine, les mathématiques, la physique. Mais la partie informatique n'était pas vraiment développée ni connue. Et donc, vous imaginez, sous nos tropiques, on commençait à avoir des cybercafés. On avait le coût de la minute d'appel de téléphone qui était à 500 francs l'unité. Voilà, en ce temps-là. Donc, je veux dire que tout est une question de progression. Effectivement, on remarque que dans ce secteur, on a très peu de filles. Pourquoi? Moi, je dirais premièrement parce qu'il n'y a pas d'information. L'information, et il y a beaucoup de stéréotypes. Pourquoi? Parce que tout ce qui est technique, même dans notre temps, au temps où nous rentrons à l'université, si vous allez en fac de sciences et techniques, mathématiques, physique et autres, mais vous trouvez très peu de filles. C'est-à-dire que c'est tout ce qui est STEM, même, comme disait Maïmouna, dans tout ce qui est sciences, technologie, ingénierie, de façon globale, même, on a une insuffisance de présence de femmes. Tout ce qui est métier technique, mécanique, etc. Donc l'informatique n'échappe pas à cette réalité-là. Donc pour pouvoir justement attirer plus de filles, si nous identifions comme raison le manque d'information et aussi les questions culturelles qui font que de façon naturelle, les filles sont portées vers les métiers qui sont beaucoup plus pragmatiques, des métiers qui touchent à l'homme, pas aux machines. Parce que donc vous retrouverez beaucoup de femmes dans tout ce qui est enseignement, tout ce qui est médecine, parce qu'elles ont du contact, voilà, tout ce qui est social, elles ont du contact, et donc vous retrouverez les femmes. Mais maintenant, aujourd'hui, la réalité est que le monde a changé et le monde est devenu numérique. Alors, ce changement de paradigme-là fait que vous avez énormément d'opportunités qu'offre justement cette transformation digitale-là. En termes de métier, en termes de perspectives d'entrepreneuriat. Et donc, il y a toute une campagne donc, de sensibilisation à faire pour qu'elles puissent justement découvrir tous ces nouveaux paradigmes, ces nouveaux métiers, et puis peut-être s'orienter vers ces chemins-là. D'accord. Donc, Véronique? Pour enchérir un peu sur ce que Christelle vient de dire, effectivement, au départ, les femmes ne savaient pas forcément, les jeunes filles d'ailleurs, tout ce qui était mis en place pour les accompagner. Et cela pour vous dire qu'il y a des structures telles que Orange qui accompagnent la jeune fille, l'enfant, je dirais même, avec des programmes de type supercodeur, la jeune fille avec tout ce qui est programme She's the Code et même la femme entrepreneur. Au sein d'Orange Fab, on a un programme aussi qui est dédié exclusivement aux femmes qui s'appelle Woman Startup. Et ce programme la permet d'accompagner la femme, l'encadrer, lui donner aussi accès à des financements et l'ouvrir aussi au monde extérieur, parce que c'est dans ces échanges-là qu'on peut capitaliser, on peut le faire plus. Donc il y a de plus en plus de programmes qui permettent en fait de montrer à la femme qu'elle est capable. D'ailleurs, on voit bien qu'en termes de création d'entreprises dans le monde, les femmes africaines surtout, elles sont en avance. 25% des femmes africaines, contrairement aux autres 17% en Afrique, en Amérique latine et tout. Donc, montrer qu'avec tout ce qu'on met en place, ces structures-là, on pourra y arriver. D'accord. Donc, on comprend que
ce taux, en fait, est peut-être lié à la communication. Mais d'un autre côté, on relève avec vos deux interventions qu'il y a quand même des initiatives d'accompagnement qui acceptent de recevoir des femmes pour leur dire il faut vous intéresser à ça, à ce secteur-là, parce qu'il y a des activités qui s'y font. Alors, Maïmouna, toi, sachant que tu as des initiatives de formation, j'ai envie de te demander, sur le terrain, comment tu expliques en fait que beaucoup de femmes ne s'intéressent pas forcément au métier du numérique ou même aux filières techniques? Alors nous, le premier problème que nous rencontrons, c'est le conditionnement. Donc, c'est-à-dire, je nais dans un environnement, je grandis avec quel type de pensée, qu'est-ce que j'intègre comme étant une réalité, qu'est-ce que j'intègre comme étant des possibilités pour moi ou comment je me limite. En règle générale, c'est la chose à laquelle on se confronte. Après, il y a la question de la bonne information. Donc déjà, c'est le conditionnement. Souvent, il y a des programmes de sensibilisation, comme Christelle l'a dit, il y a d'autres programmes qui vont plus loin, comme des cadres qu'on plante. Mais le truc, c'est que la personne qui vient dans cet environnement-là a déjà des peurs, a déjà une limite. Donc, elle vient juste, elle passe dans le programme, mais l'impact n'y est pas. Parce qu'on n'a pas réussi justement à lui montrer le bien fondé, on n'a pas réussi justement à comprendre pourquoi elle s'était gardée à l'écart et l'intégrer. On a juste mis un programme, je pense que ça, c'est l'une des choses auxquelles on se confronte le plus. D'accord. Donc, mais dans un monde, en fait, ça c'est une question générale, dans un monde où on comprend que l'entrepreneuriat, pour entreprendre, il y a forcément le besoin financier. Il y a forcément le besoin financier. À un moment, quand on a une idée d'entreprise, on est confronté aux finances. Est-ce que la finance, donc le problème de finance, est aussi en fait aussi le souci qui fait que les femmes se disent je ne pense pas avoir les finances pour venir entreprendre dans le secteur numérique pour vous. Est-ce que le problème de finance se pose spécifiquement aux femmes selon vous? Bon, alors, quand on parle d'entrepreneuriat, généralement, on voit tout de suite la question du financement. Moi, j'ai coutume de le dire, si tu ne te mets pas en mouvement, le vent ne peut pas accompagner ton mouvement. Voilà, il faut d'abord se mettre en mouvement. L'argent, la question de l'argent vient après. Ça peut paraître, on va dire, beau, oh, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Mais c'est une réalité. Et justement, l'environnement dont nous parlons ici, qui nous ramène Africa Web Festival, donc qui fait référence à tout ce qui est web, à tout ce qui est internet, à tout ce qui est numérique, justement est l'environnement propice et favorable pour une femme qui n'a pas les moyens de démarrage. Cet environnement-là lui offre justement le cadre nécessaire pour se déployer quand même malgré qu'elle n'ait pas les moyens. Alors quand on dit ne pas avoir les moyens, ça ne veut pas dire 0 franc, parce que je dis n'importe quoi, je suis une femme, je fais du très bon déguet à la maison. À la maison, les enfants aiment, tout le monde apprécie. Et de plus en plus, les gens me demandent, mais moi je veux du déguet, il faut me donner une bouteille, tu me fais à combien? Tu commences à vendre à tes amis, à tes cousins, à tes cousines, à la famille, de bouche en oreille. Tu commences à vendre un peu. Et de plus en plus, ton stock commence à évoluer. Mais à un moment, ton stock évolue, mais il est limité parce que tu n'aimes pas que ton environnement immédiat. Mais si tu as envie de grandir, si tu identifies la production de déguets comme une réelle opportunité pour toi, pouvoir engranger des sous, tu peux en faire une activité professionnelle sérieuse. À partir de ce moment-là, avec les économies que tu auras regardées, en fait, je veux dire, c'est une question de gestion. Maintenant, comment est-ce que le numérique, Internet, va t'aider à aller plus loin? C'est l'élargissement de ton marché. Et aujourd'hui, les cas sont légion. Vous voyez toutes sortes de pages Facebook sur Internet où les gens utilisent les réseaux sociaux justement pour faire connaître leur savoir-faire. Et donc, ça devient un élément de boosting pour leurs activités. Donc, moi, à mon avis, la question de financement vient après. C'est-à-dire que quand il s'agit de passer à l'échelle. Mais la question du financement ne peut pas être au départ quand il s'agit d'entreprendre. Parce que quand on entreprend, on ne commence pas tout de suite à être millionnaire ou milliardaire. Ça se construit sur des années. Mais la construction de ça, justement, elle part par petits bouts. Et les petits bouts peuvent très bien commencer à la maison, mais aboutir à quelque chose. À un moment, quand on décide de passer à l'échelle, c'est à ce moment-là qu'il faut bien regarder son environnement et se rapprocher de structures telles que présentées par Véronique tout à l'heure pour le privé, mais aussi
pour les structures de l'État qui existent. Il y a tout un environnement d'encadrement qui existe. Il y a des fonds qui existent, qui sont mis en place justement pour soutenir les femmes entrepreneurs. Je donnerai l'exemple, par exemple, du fonds Femmes et Développement, qui est logé au ministère de la Femme, qui commence avec des allocations qui partent de 100 000 francs, 150 000 jusqu'au million. Ça existe. Mais les femmes n'ont pas l'information et ne s'orientent pas vers les structures. Vous avez au ministère du Commerce un fonds qui est logé et qui s'appelle même Fonds dédié à l'entrepreneuriat féminin. C'est dit que même un homme ne peut pas aller taper à cette porte, ce n'est pas possible. Et c'est un fonds de près de 15 milliards à peu près, un truc comme ça. Et les femmes, justement, ont droit à ça. Mais après, comment je fais mon déguet et que j'arrive à un moment où je sens que je commence à avoir de fortes commandes, mais je n'ai pas les capacités parce que je ne peux pas recruter, embaucher, tout ça, et que je dois passer à l'échelle. Dans ce cas, il faut que je monte un dossier, un business plan. À ce moment-là, vous avez besoin, si vous ne savez pas le faire vous-même, d'être accompagné. Et il y a des structures qui existent. Aujourd'hui, il y a plein de ce qu'on appelle des incubateurs, etc. Toutes ces choses-là sont mises en place justement dans l'infrastructure du domaine numérique pour aider justement toutes ces personnes, tous ces entrepreneurs, qu'ils soient hommes ou femmes. Et quand vous allez dans ces structures, malheureusement, vous avez un ratio de femmes qui est très minime par rapport à la présence masculine. Et c'est ça qui est dommage. Voilà. D'accord. Véronique. Ce que je voulais ajouter à ce que Christelle a dit, c'est que au-delà du financement, c'est vrai que le financement est très important, mais il faut également pouvoir avoir ce qu'on appelle un produit minimum viable. C'est-à-dire que votre produit, c'est vrai, vous avez envie de lancer quelque chose, vous pensez à faire de la loco et tout ça, peut-être que votre environnement immédiat, ça lui convient, mais il faut analyser et avoir le retour de ceux qui mangent la loco, pour prendre cet exemple-là, ou ceux qui utilisent, pour savoir si ce produit-là, il est adapté au marché qui est là, et voir s'il y a un marché un peu plus large qui est intéressé aussi par votre produit. C'est en cela que le numérique aussi vous aide. Vous avez maintenant des offres avec des forfaits SMS. Vous pouvez envoyer des SMS à toute votre base de données, enfin tous ceux qui sont dans votre téléphone, pour leur dire que vous vendez ceci ou cela. Vous avez des structures d'accompagnement comme Orange Fab pour vous aider, pour vous encadrer déjà à affiner, à faire en sorte que votre produit il devienne super. Il était déjà peut-être bon, mais il devienne super. Mais surtout à avoir un financement de départ pour pouvoir améliorer ce service-là et pouvoir le vendre. En plus du financement, lorsque vous l'avez, parce qu'on constate qu'il y a des entrepreneurs, des femmes qui sont financées, mais après, au bout de 2 ans, 3 ans, ça ne va plus loin. Il faut apprendre à gérer. Il faut apprendre à pouvoir faire en sorte que ce que vous faites maintenant, ça puisse déjà financer toutes les dépenses et penser plus loin. Qu'est-ce que vous pouvez faire en plus de ce que vous faites déjà? Donc, financer votre projet et également étendre votre gamme d'offres, pour ne parler que de cela, et étendre également votre marché pour pouvoir aller plus loin et faire en sorte que votre société et votre entreprise prospèrent. Donc, il est également très important de vous accompagner dans cet encadrement-là. Et des structures comme Orange Fab, on est prêt à accompagner aussi bien les startups qui sont constituées légalement, mais également celles qui ne sont pas constituées. Et on accompagne les femmes à tous les niveaux d'âge et tous les niveaux d'éducation, on va dire. Mais Véronique, j'ai directement envie de te demander, est-ce que toutes les idées peuvent nous aider, nous amener à l'entrepreneuriat pour toi? Est-ce que au Fab, des fois, vous avez, par exemple, à Orange Fab, des idées et vous dites aux gens, non, ça peut pas tenir pour un entrepreneuriat, ou ça peut pousser. Comment? Parce que quand même, on parle d'entrepreneuriat féminin. Je suis sûre dans la salle qu'il y a des gens qui se demandent, est-ce que moi, mon commerce de perles peut demain me positionner comme étant entrepreneur, en fait? À mon avis, toutes les idées, lorsqu'elles sont bien mûries, lorsqu'elles sont bien structurées, peuvent aboutir, certaines en tout cas, peuvent aboutir à de l'entrepreneuriat, ou d'autres peuvent aboutir à des partenariats structurants avec certaines entreprises pour lesquelles elles peuvent être des fournisseurs ou elles peuvent être des clients, c'est-à-dire mettre ensemble ces projets-là pour lancer une solution beaucoup plus poussée, beaucoup plus impactante. Je veux dire, tout à l'heure, tu as pris l'exemple des perles. On a vu l'exemple au niveau d'Orange Fab, c'est au Sénégal, une dame qui avait
des habits qu'elle confectionnait au Sénégal et tout ça, qui a commencé à le vendre sur Facebook. Vous allez me dire, c'est basique, on le fait déjà. Mais ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a utilisé le web pour aller plus loin. Elle a développé, elle a fait des vidéos, elle a commencé à vendre aux États-Unis, vendre à des stars, donc elle les a utilisées un peu pour faire son marketing. Et aujourd'hui, elle est rentrée au niveau du Fab, nous l'accompagnons, elle s'est structurée. C'est vrai que son idée était géniale, mais il fallait l'encadrer, l'accompagner. Elle s'est structurée et là, elle est en train de lever des fonds pour aller plus loin. Donc toutes les idées sont bonnes et on regardera en fonction du niveau de maturité, celles qui peuvent passer dans l'entrepreneuriat, on va dire lancer immédiatement, et celles qu'il faut incuber pendant un bout de temps, et celles qu'il faut encadrer aussi, et pour pouvoir les lancer plus tard. Voilà. D'accord. En tout cas, on comprend qu'il y a quand même le besoin de se faire accompagner quand on a une idée pour pouvoir aboutir à cette idée d'entrepreneuriat. Alors, Maïmouna, j'ai bien envie de te poser la question du financement également, mais te demander, toi qui commences donc diplômé diplômé dans la juridiction, donc tu fais vraiment du droit, pur droit. Aujourd'hui, tu entreprends dans un secteur, donc dans le secteur des TIC. Alors, est-ce qu'à un moment, le problème des financements, en fait, t'a touché et comment tu arrives à avoir des activités? Comment tu fais? Quelles sont tes réalités, en fait? Alors moi, la question du financement m'a touchée. Et déjà, le point, c'est que moi, je fais de l'entrepreneuriat social. Donc ça, c'était le premier couac, parce que chaque porte auquel on frappait, on nous disait « Ah non, vous ne faites pas de chiffres ». Donc, on leur faisait comprendre que ceux qui font du chiffre, justement, et c'est le combat que je mène tous les jours, je dis ceux qui font du chiffre ont besoin des mains compétentes. S'il n'y a pas de mains compétentes, il n'y aura pas de chiffre. Donc la question du financement s'est posée pour nous. Et je pense les premières années, même jusqu'à maintenant 50%, on le fait sur fonds propres. Donc je suis contente de savoir qu'il y a des fonds. Après, c'est de savoir ces fonds-là, est-ce qu'il ne faudrait pas faire du 50-50, c'est-à-dire aujourd'hui, l'une des choses qui soit très importante, c'est qu'il y a beaucoup d'engagement social. Donc comment justement on permet et aux personnes qui font du chiffre et aux personnes qui ont de l'impact, mettre tout le monde un peu au même niveau, je pense que ça peut être intéressant. Sinon, en termes de financement pour tout ce qui est entrepreneuriat social, je pense que c'est un peu limité parce qu'il faut se rapprocher des RSE, il faut savoir si ça rentre dans leur ligne, il faut trouver si est-ce que ça correspond à ce qu'ils ont envie de faire, est-ce que ce n'est pas quelque chose qu'ils ont fait l'année passée, mais on entend beaucoup de choses, on a moins de financement. Mais encore, pour moi, la question aujourd'hui pour l'entrepreneuriat féminin, c'est la question d'encadrement, c'est la question d'engagement d'abord, trouver le projet fiable, le projet viable. Et puis justement, à ce moment-là, on se positionnera sur comment justement on fait grandir cette idée. Parce qu'on n'a pas énormément de femmes qui soient dans la technologie, en tout cas ici, qui veulent créer une entreprise dans la technologie. C'est ça la question. Comment on fait grossir les rangs? Et après, à ce moment-là, justement, le next step peut justement être la question du financement. Alors, encore une autre question, j'en ai beaucoup. Alors, on informe le public qu'on va vous donner la possibilité de poser des questions. Donc, et à la fin, on terminera également avec un instant networking avec nos intervenantes qui auront quelques minutes pour échanger avec vous à l'extérieur. Alors, moi, j'ai envie de demander, est-ce qu'on n'a pas des idées? On n'a pas des idées préconçues. Quand on est une jeune femme, quand on naît, est-ce que le fait qu'on n'ait pas beaucoup, on ne retrouve pas beaucoup de femmes dans le secteur des TIC, n'est pas lié au fait que, à la base déjà, quand la jeune fille grandit, elle a déjà des arrière-pensées. On lui dit non, il y a des filières qu'il ne faut pas faire, non, ça sera trop compliqué pour toi, non, il n'y a pas forcément des opportunités pour toi, tu risques de ne pas être heureuse. En plus, entreprendre dans les TIC, ça encore. Donc, pour vous, en fait, est-ce qu'il n'y a pas des actions à faire au bas âge qui pourraient changer la mentalité des personnes ici qui, eux, sont l'essence même du futur, de la future innovation, en fait, du monde? C'est vraiment ouvert. Ben, je me jette à l'eau. Alors, sur cette question-là, en fait, qui est très importante, pour moi, ce n'est pas uniquement au bas âge. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut faire de façon continuelle et à tous les niveaux, à toutes les étapes, on va dire, de la vie.
C'est vrai, des études ont montré que la plupart des femmes, en fait, une quarantaine de pourcents, s'autocensurent. Ces femmes-là également, elles se disent qu'elles ont pas mal de contraintes familiales et tout, ce qui est vrai d'ailleurs, surtout ici sous nos cieux. Également, il y a quelques contraintes de financement dont on a parlé tout à l'heure, parce qu'il y a également pas mal de choses qui sont faites, sur lesquelles nous communiquons tous les jours pour que cela puisse passer. Donc, ce qu'on doit faire justement pour aider ces femmes-là à être sûres d'elles et à se lancer dans l'entrepreneuriat lorsqu'elles ont des projets importants, c'est, comme on a dit, les former sur tout ce qui est développement personnel. Parce que montrer à la femme qu'elle peut aller au-delà, qu'elle peut faire plus, je pense que c'est quelque chose d'important qui pourra l'aider en fait dans l'entrepreneuriat. Également, des formations sont données au plus bas âge à la jeune fille, et le fait de répéter, le fait de le dire, ça permet à cette jeune fille-là de l'inculquer et de grandir avec. Également, ce qui est intéressant de faire, et je pense qu'on le fait pas mal ici en Côte d'Ivoire et ailleurs, c'est de montrer des exemples. On voit en Côte d'Ivoire et ailleurs que de plus en plus, il y a des femmes qui sont dirigeantes de sociétés. Il y a le PDG d'Unilever, il y a le DG de UBA, pour ne citer que celle-là. Il y a Christelle également, qui est présidente de Femmes Éthiques. Donc, il y en a pas mal. Et ces femmes-là arrivent à faire la jonction entre la vie privée et la vie professionnelle. Elles apprennent, elles discutent. Il y a des forums qui existent, elles discutent avec d'autres femmes qui leur montrent un peu comment ça se passe. Et également, elles ont été formées, comme j'ai dit tout à l'heure, sur la partie développement personnel. Mais surtout, ce qui est important, puisqu'on est dans une société avec des hommes et des femmes, c'est communiquer beaucoup, parler, essayer d'aider en fait à comprendre qu'il y a une évolution culturelle. Lorsqu'on parle de l'évolution numérique, elle n'est pas que technologique, je l'ai dit tout à l'heure pour ne pas me répéter, mais elle est surtout culturelle. Donc montrer aux hommes que les femmes également ont une place importante dans la vie, montrer aussi aux hommes qu'ils ont aussi une place importante à soutenir les femmes et à eux-mêmes se développer. Et je pense que c'est ensemble qu'on pourra aider la femme à avoir beaucoup plus d'assurance. Alors, j'étais plongée dans mes pensées relativement à la question. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que la jeune fille, la femme s'intéresse au secteur? Alors, déjà, on va se répéter. Hein. On est déjà dans un problème culturel de position de la femme. Mais moi, je veux dire que les choses ont beaucoup évolué. Voilà. Aujourd'hui, quand je parle, on est en 2019. Une conférence comme ça, je sais que j'ai fait une première conférence, le premier Africa Web Festival, on a aussi parlé d'un sujet similaire sur la place de la femme dans le secteur. Aujourd'hui, mes propos sont nuancés parce qu'avec la pénétration d'Internet, vous avez le téléphone mobile qui a un taux de pénétration de plus de 130% en Côte d'Ivoire. Ça veut dire que c'est répandu, aussi bien en milieu urbain qu'en milieu rural. Le téléphone portable, tout le monde l'a. Alors, l'accès Internet est désacralisé. Vous avez, avec un pass de 200, 500 francs, vous avez un certain type de connectivité. Vous pouvez aller au moins sur les réseaux sociaux. Vous avez énormément de possibilités qui existent aujourd'hui. Je me rappelle, comme je disais, les cybercafés dans le temps, les coûts d'accès, les 30 minutes. Vous l'avez peut-être à 2000 francs les 30 minutes. Aujourd'hui, 30 minutes, ça vous coûte peut-être 200 francs au cyber. Voilà. Je veux dire qu'aujourd'hui, l'accès est là. Pas totalement dans les milieux ruraux, mais en tout cas en milieu urbain, l'accès est là. C'est vrai que c'est payant et que les pouvoirs d'achat ne sont pas toujours suffisants, mais n'empêche que les niveaux d'accès sont aujourd'hui beaucoup plus bas et donc permettent à une population plus importante de se connecter à Internet. Les enfants aujourd'hui se connectent à Internet facilement. Donc l'enjeu, ce n'est pas, c'est plutôt leur montrer l'usage qu'ils peuvent en faire, l'usage responsable et l'usage bénéfique pour leur propre développement, leur formation et les opportunités en termes d'entrepreneuriat que cela peut leur offrir. Donc, la question de la sensibilisation reste un point central, justement pour permettre plus de présence féminine dans le secteur et plus d'usage du numérique dans l'entrepreneuriat féminin. Voilà. Donc, c'est une question de sensibilisation, de formation et
sur le plan culturel, comment je peux dire, d'encouragement. Voilà, c'est-à-dire que les cadres, qu'au niveau de façon macro ou même micro, que ce soit en association, que vraiment l'environnement familial et tout ça favorise. Je donnais tout à l'heure l'exemple des orientations. Vous sortez, vous avez le bac, mais les filles, est-ce qu'elles connaissent ces opportunités? Nous, Femmes Éthiques, par exemple, a sorti en 2015, à l'occasion des 150 ans de l'UIT, où on avait été partenaire du gouvernement pour cette célébration en Côte d'Ivoire, nous avons sorti ce qu'on appelle le livret d'orientation académique et professionnelle dans le numérique. Donc, c'est un tout petit manuel de 8 pages qui nous a permis de retracer tout le cheminement que quelqu'un peut emprunter dans le numérique depuis la formation académique jusqu'aux opportunités de filières professionnelles qui existent. Et donc, quand elles ont cette vue-là, effectivement, elles ont le pouvoir de décision. Il faut leur donner le pouvoir de décision en toute connaissance de cause, ayant l'information sur ce qu'elles peuvent en faire. Et aussi, il faut que les cadres familiaux le permettent. Que les parents, je me rappelle, on a eu un témoignage d'une jeune fille qui était à 2 mois de sa soutenance en tant qu'ingénieur en sciences informatiques, dont les parents, dont le père, pardon, pas les parents, parce qu'elle a fait avec la complicité de sa mère, le père n'était pas au courant que sa fille faisait double études. Il payait les études de marketing de sa fille parce qu'il voulait il la voyait en milieu professionnel, rapide et tout, qu'elle aille à l'emploi vite. Mais la fille, elle était passionnée d'informatique. Elle a pleuré quand son père l'a obligée après le bac d'aller en sciences de gestion ou un truc comme ça. Et quand elle est partie, elle a tellement pleuré qu'avec sa mère, elles ont monté le coup. Sa mère, parallèlement, lui a fait payer ses cours d'informatique en privé. Donc la fille était tout en train de bosser. Le père était fier parce qu'effectivement, elle réussissait ses examens, ce pourquoi son père. Donc ça veut dire qu'après 4 ans, la fille était double diplômée. Et elle devait annoncer à son père maintenant qu'elle allait avoir le diplôme d'ingénieur. Est-ce que vous voyez un peu ce que ça peut coûter à une fille de vouloir faire quelque chose et pour lequel les parents s'opposent? C'est terrible. Mais elle a eu un courage incroyable et c'est quelqu'un que nous avons vraiment félicité. Elle a eu un courage incroyable et aujourd'hui, elle est sortie, c'était il y a 2 ans, cette même année-là, avec les 2 diplômes. Elle a eu la maîtrise en sciences de gestion, option marketing, et elle a eu son diplôme d'ingénieur en informatique. Et tout ça parce que le cadre familial ne lui avait pas autorisé à embrasser ce type d'études. Et ça, c'est pas normal. Voilà, c'est des choses qu'il faut pouvoir réviser parce que les parents aussi n'ont pas l'information. Donc, cette sensibilisation mais concerne aussi les ascendants. Les parents n'ont pas l'information sur aujourd'hui ce que ce monde-là est parce que ce n'est pas le leur. Voilà, ce n'est pas le leur. Ils ne sont pas captés sur ce monde. Et donc, ils sont même plus en apprentissage que leurs enfants. Et donc, tout ce que cela peut leur offrir, ils ne sont pas au courant. Voilà. Des questions alors. Donc, on parle d'entrepreneuriat féminin. J'ai bien envie. C'est vraiment focus sur nous. Donc, on va souffler un peu et on va vous donner le micro. Si vous avez une question, vous levez la main et on va demander. On a un monsieur. Je peux céder mon micro si on peut avoir une hôtesse, s'il vous plaît. Levez la main encore. Allez-y. Oui. On va prendre 3 questions pour commencer et on reviendra encore. Donc, on a une dame à ma gauche, on a un monsieur au fond, on a un monsieur devant. D'accord, on a 4 doigts. Ok. On reviendra à vous, madame. Alors, vous allez vous tenir debout, s'il vous plaît, vous présenter et nous poser votre question. Bonjour à tous et à toutes. Je suis M. Soumaro. Et ma question, c'est concernant le thème. Je vois entrepreneuriat féminin favoriser l'intégration des femmes dans le secteur de TIC. Qu'est-ce que vous entendez par intégrer les femmes? Est-ce qu'il s'agit d'utiliser les outils peut-être pour vendre son alloco? C'est-à-dire là, on ramène la femme encore à son rôle de vendeuse d'alloco. Ou bien est-ce que c'est promouvoir des femmes qui vont développer des applications, des femmes qui vont créer des programmes, des logiciels et encourager les autres jeunes filles à savoir que ce n'est pas seulement utiliser les TIC, mais nous pouvons aussi être à la base
et pouvoir développer ces applications. Et surtout que nos panélistes sont surtout dans le domaine aussi des TIC. Je pense que si elles peuvent nous donner des exemples, comment elles participent, elles contribuent dans le développement, pour donner l'exemple à nos jeunes sœurs qui sont là pour dire, moi, voici telle étude, j'ai fait une étude de droit, mais aujourd'hui, j'ai réussi à développer telle application, j'ai travaillé dans tel secteur des TIC et que c'est possible aussi pour vous. Je vous remercie. Merci encore d'applaudir la question, parce que je trouve que c'est une excellente question. Bonjour mesdames, bonsoir à tous. Je suis M. Kwasi Charlie. Ma question porte sur l'entrepreneuriat, pas forcément lié au TIC, mais si vous voulez, ça concerne surtout le problème de financement. Je pense que tous ceux qui sont un peu à la page au niveau de l'actualité ont plus ou moins vu ce problème qui a été soulevé par la chanteuse Angélique Kidjo, qui spécifie le problème de financement entrepreneurial féminin en Afrique. Bien sûr, il y a un très gros déficit entre le financement qui est proposé aux hommes et le financement qui est proposé aux femmes. Nous savons tous ou moins que, moi personnellement, j'aime bien le dire que je préfère prêter, ou plutôt j'aime bien confier mon argent à mon épouse ou à la femme qui m'accompagne, parce que je sais que même si je lui donne demain, elle pourra me le restituer ou me le rembourser. Donc une femme est beaucoup plus portée dans la garantie. Mais aujourd'hui, on voit que les institutions qui attribuent ces financements les attribuent beaucoup plus facilement aux hommes qu'aux femmes. Et ça, c'est une réalité en Afrique et ici aussi dans notre pays, en Côte d'Ivoire. Donc j'ai deux questions sur ça. Déjà, vous, en tant que femme qui avez entreprise, qui entreprennent, qu'est-ce que vous en pensez sur ce point? Et deuxième chose, quelles solutions vous pensez que nous pouvons apporter, nous les citoyens, mais aussi l'État de la Côte d'Ivoire? Merci. Merci encore, Monsieur Charlie. Allez-y. Et puis on reviendra devant avec la dame. Merci beaucoup. C'est encore moi, malheureusement. Ma question s'adresse aux trois dames. On parle d'entrepreneuriat pour les femmes au niveau du digital. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'on a un problème plutôt culturel qui fait que les femmes n'arrivent pas réellement à s'en sortir, à s'insérer dans tout ce qui est secteur d'activité en Côte d'Ivoire? Pourquoi est-ce que je dis cela? Aujourd'hui, on est dans une société tellement phallocratique et patriarcale. Ça fait qu'en fait, la femme est toujours laissée au second plan. Est-ce que le combat des femmes aujourd'hui ne serait pas d'abord de faire en sorte qu'on puisse regarder la femme et l'homme, on les met tous au même niveau? De sorte que depuis le bas âge, on apprend aux petits garçons à dire la femme, elle est importante, vous avez les mêmes droits, les mêmes devoirs. Parce que là, dire à des gens qui depuis 1800, bien 1600, dans leur tête, la femme doit être toujours derrière, elle ne doit jamais parler. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas confronté à une situation où il y a un conflit de génération ou même un conflit culturel dans nos sociétés africaines? Est-ce qu'il ne faut pas aller aux fondamentaux? C'était juste ça ma question. Je vous remercie. Merci beaucoup. On va venir devant. À prendre la dernière question de la... Non, la dame, c'est une dame... Le micro est avec moi, bonjour. Désolée. D'accord. Je suis Lali Kwasi, je suis chargée de médiation emploi à Saint-Plan, Côte d'Ivoire. Je suis blogueuse. Et en fait, à Saint-Plan, on fait de la formation suivie d'insertion professionnelle. Et ce qui est remarqué dans mon travail, c'est que en fait, les entreprises, elles demandent que ce soit des femmes qu'on propose quand elles ont besoin de main-d'œuvre. Malheureusement pour les femmes, heureusement pour les hommes, c'est que pendant la formation, les formations qu'on fait, les formations mixtes, les hommes ont plus de, je sais pas comment dire, ils mènent la formation à bout et forcément ils ont les compétences. Et malheureusement, les femmes, elles vont abandonner en chemin. Pourquoi? Parce qu'elles restent dans les stéréotypes. Oui, développer, c'est pour les hommes, coder, c'est pour les hommes et tout. Mais aujourd'hui,
quand on se rend compte que en entreprise, les chefs d'entreprise demandent des femmes et que derrière, il y a ce blocage avec les femmes, c'est quoi ce qui est possible de faire justement pour casser ces stéréotypes-là, pour que la femme derrière, elle sache que non, développer une application, ce n'est pas pour les hommes, c'est pour la personne qui pense qu'elle a les compétences pour le faire. Merci. C'est un panel dédié aux femmes, donc nous avons la parole d'abord avant les hommes. Alors, j'aime beaucoup parler, donc je suis Berthe Korotoumou, je suis une jeune fille malienne. Je suis consultante en communication marketing en général, mais digital en particulier. Je suis membre leader d'une association pour la promotion de la femme dans le numérique au Mali. C'est pourquoi j'aimerais pas aujourd'hui vous poser une question, mais je veux suggérer peut-être une solution. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de voir ces dames qui ont vraiment, qui ont vraiment excellé dans ce domaine et on est là un peu pour s'inspirer. Maintenant, pourquoi pas créer une grande plateforme? Chacun, je vois qu'elle est dans l'entrepreneuriat féminin social, elle est femme éthique. Nous sommes Women Tech Mali. Il y a Women Tech, il y a des associations féminines en Guinée, au Gabon. Pourquoi pas créer une grande plateforme, voilà, pour qu'ensemble, la voix des femmes puisse être reconnue. Puisque aujourd'hui, la problématique réelle, c'est que c'est le social qui compte sur nous. Par exemple, le monsieur à la maison, il a le droit d'aller à l'école, il a le droit de faire ses devoirs de mathématiques. Et nous, en même temps, nous devons faire la cuisine. Donc, ce n'est pas juste. Donc, du coup, avec tout ça, le social qui pèse beaucoup, on a l'impression qu'on est mis à l'écart. S'il y a une plateforme générale qui est là et que tout le monde peut communiquer là-dessus, tout le monde peut suggérer des solutions, ça, c'est de l'innovation et c'est à travers le numérique. Puisque le numérique est là pour la mondialisation, eh bien, il faut se connecter à l'africaine. Je vous remercie. Merci beaucoup encore à Berthe du Mali. Alors, et moi qui pensais qu'il n'y allait pas avoir de questions, on a encore... Qui ça ici? Il y a une dame là-bas. Levez-vous, s'il vous plaît. Et à droite, on a une dame. Donc, on va prendre ces deux dernières questions. Merci pour la parole. Je suis Célou Marie-France, étudiante en fin de premier cycle, journaliste. Voilà, j'ai deux questions. La première question s'adresse directement à Madame Véronique Kouadio. Voilà, vous avez parlé de formation en technologie, en digital. Voilà. Est-ce que ces formations-là, est-ce qu'on pense aux jeunes filles à l'intérieur? Certes, nous sommes dans une zone rurale où on apprend beaucoup, mais la plupart des jeunes filles aussi sont en zone rurale. Avant de venir à l'université, sont au lycée, sont au premier cycle, en second cycle. Et lorsqu'on se retrouve à l'université, on est un peu dépaysé. On n'arrive pas à manier les outils informatiques parce que depuis le lycée, on n'a pas appris. Donc, est-ce qu'il y a des formations, voilà, depuis le lycée, à apprendre aussi aux jeunes filles, à l'intérieur surtout, pas seulement celles qui sont scolarisées. Il y en a même qui ne sont pas scolarisées, qui ont envie de découvrir, puisque tout est à l'aide du numérique en ce moment. La deuxième question est relative au partenariat. Voilà. Est-ce que vous avez des partenariats avec d'autres structures qui luttent pour la promotion de la jeune fille, je veux dire de la jeune féminine? Est-ce que vous partez vers ces structures-là pour apporter votre aide aussi pour dire, voilà, ici se réunissent toutes les jeunes filles, donc nous profitons de cette occasion pour en même temps apporter une formation, pour en même temps donner quelque chose à nos différentes filles que nous rencontrons. Donc c'était mes deux questions. Merci. On va venir à l'extrême droite avec la dame et on va commencer à apporter des solutions aux différentes questions. On en a encore.
Rebonjour, Axel Collangean de la Guadeloupe de nouveau. Je voudrais rebondir sur ce que la sœur du Mali a dit concernant la plateforme. Juste un retour d'expérience plus qu'une question. En Guadeloupe, je suis à la tête d'une entreprise qui accompagne des leaders politiques et business dans leur stratégie de gestion de crise. Et forcément, on utilise beaucoup le numérique. Et bien qu'accompagnant des femmes leaders, bien souvent, elles sont souvent dans ce syndrome de l'imposteur et elles ont aussi la charge mentale. Vous parliez justement de pouvoir mener la vie professionnelle, mais aussi la vie familiale de front en même temps. Et on s'est rendu compte que même avec cette femme, il fallait encourager ce leadership et cet empouvoirment aussi. Et nous avons lancé dans la Caraïbe une plateforme Internet qui s'appelle caribbeanbosslady.com, dont je suis la fondatrice. Et on réunit toutes les femmes, on met en réseau toutes les femmes de la Caraïbe à travers des événements, mais aussi à travers des campagnes Internet, puisque la Caraïbe, c'est des petites îles, la continuité territoriale n'est pas souvent évidente. Et grâce aux nouvelles technologies, on peut s'interconnecter et échanger les bonnes pratiques, justement. Et nous avons lancé récemment une campagne pour encourager les jeunes femmes à entrer en politique, pour faire entendre leur voix, pour pouvoir changer les choses aussi au niveau des politiques publiques. Et je serais ravie d'échanger avec vous sur ces considérations. Merci encore. Alors, si on revient pour les... On va essayer d'apporter des solutions, des réponses aux différentes questions qui ont été posées. Et donc, on a une première question du monsieur de devant. Pardon, je n'ai pas pu noter votre nom. Et sa question, c'était de savoir, est-ce qu'on parle d'entrepreneuriat féminin en disant, est-ce qu'on veut que les femmes utilisent Internet à leur activité, donc adaptent Internet à leur activité ou font la promotion de leur activité qui existe déjà via Internet, ou est-ce qu'on est en train de parler de femmes qui font des solutions, qui produisent des solutions, qui créent des solutions, qui apportent des solutions techniques à ce monde-là, en fait. Donc ça, c'est vraiment une question très ouverte, mesdames. J'ai envie de la redire. Pour nous, entrepreneuriat féminin dans l'éthique, est-ce que c'est la dame qui vend de la loco et qui fait une page Facebook pour dire tous les mardis je peux livrer, commander, inbox, ou est-ce que c'est la femme qui dit moi j'ai développé une application qui permet de géolocaliser toutes les vendeuses à locaux? Je vais commencer à répondre, tenter d'apporter des éléments de réponse à la question du monsieur. Alors donc concernant l'intégration des femmes au numérique de façon concrète. Alors, premièrement, intégrer les femmes au numérique commence par la sensibilisation. On revient là-dessus, c'est très important. Sensibilisation et information. Ça, c'est le premier point, premier axe de travail. Deuxième axe de travail, intégrer les femmes dans le secteur revient à la formation. La formation, il y a deux volets. Comme il avait suggéré, il y a la formation aux usages et il y a la formation à la création. Alors, formation aux usages, je donne un exemple. Il y a encore quelques années, comme il y a longtemps que je traîne un peu ma bosse dans ce secteur, excusez-moi, j'ai des exemples plein la tête. J'ai une amie qui vient de prendre un poste de responsabilité en tant que DAF dans une entreprise et elle a sa première réunion avec le conseil d'administration. Et on lui avait demandé de préparer un certain nombre de choses. Elle doit faire une présentation au conseil d'administration. Et là, elle produit un document Word de combien de pages? Et donc, elle a un stress, vraiment toute la semaine, elle est très tendue, elle travaille durement là-dessus. Et elle m'en parle. Je dis, ah donc tu es prête, tu as fini, ton document c'est quoi, je peux voir et tout. Et elle me sort ce document. Je dis, tu as réunion avec un conseil d'administration, tu dois faire une présentation et tu sors un document Word de combien de pages? Et tu as combien de temps de présentation? Elle hésite, elle dit, ah ben je ne sais pas, la réunion précise. Et là, elle se rend compte, pour le moment, elle ne piche pas de quoi je parle. Elle est DAF. Je lui dis, tu connais PowerPoint? Tu connais les présentations? Oui, mais bon, je n'ai jamais utilisé, je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas comment on le fait. Je lui dis, ah, tu ferais mieux. Tout le week-end, on a travaillé à transformer son document Word en une présentation. Elle a été applaudie à sa présentation avec son conseil d'administration.
parce qu'elle n'avait pas la formation, elle ne savait pas manipuler ces outils. Voici quelqu'un qui, pour son premier test, allait passer à côté de quelque chose. Pas que le contenu de son document Word était mauvais, mais en termes d'approche, ça lui aurait créé quelque chose de... Elle aurait manqué d'une certaine pertinence, en fait. Et donc, on a réussi à transformer ça. Et donc, ça, c'est au niveau des usages. Alors maintenant, au niveau de la création de valeur, effectivement, il faut aussi amener, et les formations aussi permettent de résoudre ça. Formation, information permettent de résoudre ça. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, elle parlait d'un programme. Il y a une dame qui a posé une question, c'est un programme qu'ils ont de formation développeur et tout. Et ça, c'est quelque chose aussi que nous faisons au sein de notre organisation Femmes et TIC, où nous formons des femmes sur des aspects techniques pointus, justement pour qu'elles puissent, elles aussi, créer, que ce soit pour elles-mêmes ou que ce soit pour les entreprises qui les embauchent, mais qu'elles puissent créer de la valeur en sortant des applications, en apportant des solutions numériques qui résolvent des problèmes qui se posent au quotidien ou qui se posent dans les situations d'entreprise dans lesquelles elles évoluent. Et donc, cette intégration-là, maintenant, si nous allons dans le domaine de l'entrepreneuriat, dans le domaine de l'entrepreneuriat, nous avons une initiative aussi chez nous qui s'appelle Women and Girls Startup Challenge. Pourquoi on a pensé à ça? Premièrement, parce qu'en Côte d'Ivoire, vous avez une organisation professionnelle des opérateurs du secteur des TIC qui s'appelle GOTIC. Je ne sais pas si vous connaissez. Quand le GOTIC est en réunion, il n'y a aucune femme. C'est-à-dire que vous n'avez que des messieurs en cravate qui sont des opérateurs du secteur. Ça veut dire qu'il n'y a pas de femme qui est capable de monter des entreprises. Et moi, je vous rappelle, il y a quelques années, il y en avait une seule parmi eux, mais qui s'est expatriée, qui ne vit plus en Côte d'Ivoire, qui est en Allemagne. Et donc, on s'est dit, mais il faut aussi des femmes qui sont des femmes du secteur. C'est-à-dire que soit elles ont suivi le cycle de formation, donc elles sont ingénieures, ou qu'elles ne sont pas ingénieures, mais elles développent des solutions techniques qui résolvent des problèmes ou qui répondent à une demande de marché et qui sont des solutions, véritablement des solutions technologiques qui adressent des problématiques concrètes et qui permettent à la femme de donner des solutions sur le terrain. Et donc, pour cela, on ramène toujours à la formation, on ramène à l'accompagnement, parce que les projets d'entreprise, une fois qu'ils sont conçus, mais il faut que les femmes aussi puissent les mettre véritablement en forme. Si je viens, moi, à mon exemple personnel, alors je disais tout à l'heure que j'ai eu plusieurs vies. Quand je dis j'ai eu plusieurs vies, parce que j'ai tenté 2 fois l'entrepreneuriat, je suis à ma 2e expérience, mais j'ai été responsable commercial et marketing d'une entreprise qui était un provider, internet provider dans le temps. Et après cette expérience, j'avais la possibilité de continuer, mais j'ai décidé de créer une entreprise qui était un intégrateur de solutions informatiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, mon entreprise, dans ce temps, apportait des solutions pour la construction des systèmes d'information des entreprises au niveau de la messagerie, de la sécurité, des pare-feux. Tout ce qu'il y avait à faire en entreprise pour bâtir un système d'information, j'ai travaillé dans ce secteur-là. Je ne suis pas de formation informatique, mais j'ai une culture et une soif d'apprendre qui m'a emmené dans ce secteur et qui m'a installé dans ce secteur. Et vous voyez, donc, les capacités, je veux dire que c'est des possibilités qui sont ouvertes à toutes les femmes. Il n'y a que le vouloir qui emmène le pouvoir. Si vous le voulez, si vous avez détecté une niche ou un secteur qui vous intéresse, si la femme se lance, il n'y a pas de raison qu'elle ne réussisse pas. Je l'ai fait. Pourquoi j'ai arrêté cette entreprise? Ce n'est pas parce que je n'avais pas de marché que ça ne marchait pas, mais c'est à cause de la crise et pour d'autres raisons. Donc j'ai eu un souci au niveau actionnarial et tout, et qui a fait que j'ai arrêté cette entreprise-là. Mais aujourd'hui, je suis retournée et l'entreprise dans laquelle je travaille et qui est mon entreprise, je suis co-associée avec une autre qui est ingénieure en informatique, mais cette entreprise-là, elle offre du service numérique. Ce service numérique qui est d'abord au niveau de la consulting, donc pour aider aux gens à concevoir des solutions numériques, qui est au niveau de l'intégration des solutions, au niveau de la formation, mais nous sommes à l'aise sur le sujet. Et je suis une femme, nous sommes une femme. Mon associé, c'est aussi une femme, Madame Kwaku. Donc je veux dire qu'il n'y a pas de barrière en fait. L'intégration, si à notre échelle nous pouvons le faire, après c'est au niveau macro. Est-ce qu'il faut engager les États? Qu'est-ce que l'État fait pour que cela soit possible? Qu'est-ce que les sociétés privées font? Qu'est-ce que les associations font, la société civile? Donc c'est une question qui s'adresse à tout le monde et nous sommes capables, à notre niveau, de pouvoir changer ce paradigme. Merci. Moi, je veux juste ajouter, pour résumer en tout cas ce que Christelle a dit, qui est très intéressant avec tous les exemples, c'est que ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que le numérique, c'est un levier sur lequel
les femmes doivent s'appuyer pour développer l'entrepreneuriat féminin. C'est vrai, on ne peut pas avoir toutes les femmes qui deviennent développeurs, qui rentrent dans le métier de l'informatique et tout. Mais, pour reprendre l'exemple de la vendeuse à locaux dont on a parlé, cette vendeuse à locaux-là, elle peut prospérer dans son activité avec le numérique, à travers le numérique. Il y a toujours des formations de base que nous donnons, aussi bien, comme j'ai dit tout à l'heure, à Orange Fab, et aussi bien dans les maisons digitales. Je vous invite d'ailleurs, quand vous allez sortir, à aller au stand des maisons digitales qui sont à l'intérieur du pays, partout, qui prennent nos mamans, nos sœurs qui sont au marché et qui les forment en fait au digital. Donc avec la tablette, elles vont déjà apprendre à écrire, à lire l'alphabétisation à travers le digital et après à se prendre en charge, à communiquer, à chercher des clients et tout. Donc c'est un levier important sur lequel les femmes doivent s'appuyer, vu le taux de pénétration que nous avons. Voilà. Alors pour résumer en fait à la première question, et on répondra à deux questions en même temps, c'est que, vous me direz si je dis faux, le panel est en train de dire que pour nous, l'entrepreneuriat féminin, c'est à la fois les femmes qui boostent leur activité artisanale, on va l'appeler comme ça, qui existe déjà via Internet, mais c'est également ces femmes-là qui produisent des solutions techniques pour répondre aux besoins de la population. Donc, si une femme qui vend des perles a son activité dans son petit salon, mais qui à un moment, sa petite fille qui est très connectée lui dit il y a beaucoup plus de clients sur Internet et il te faut un site Internet, un site e-commerce avec un paiement mobile. Et si elle accepte de faire promouvoir et faire valoir cette activité-là via Internet, elle est considérée comme quelqu'un qui fait de l'entrepreneuriat féminin via l'éthique. Donc, elle est dans la barque. Maintenant, et ça existe et c'est courant, si une femme, donc on ne va pas dire si dans ce cas, mais on va dire il existe en Côte d'Ivoire et en Afrique, les Maliennes, les gens des Caraïbes peuvent témoigner, il existe des femmes qui ont apporté des solutions techniques qui marchent, qui ne sont peut-être pas connues de tout le monde, mais ça existe. On a par exemple la solution Lucie avec Raïssa Banro qui a eu des prix, qui est une solution qui permet de se former. Elle est là, elle est dans la salle. Raïssa, applaudissements s'il vous plaît pour Raïssa. C'est une femme. Elle est là et c'est une femme, elle est en train de sortir. Elle est sur Facebook et sur tous les canaux digitaux. Elle a apporté une solution technique. Elle travaille sur sa solution tous les jours pour l'améliorer. Donc ça existe pour dire aux autres femmes et donc aux plus jeunes qu'on peut faire toute activité et on peut être considéré comme étant entrepreneur féminin dans les TIC. Alors, on va aller sur deux questions. Monsieur Charlie a parlé du financement. Il a émis la problématique selon laquelle il y avait des financements qui sont disponibles, mais des fois, on ne donne pas les financements aux femmes. Sachant que les femmes, dans la compréhension africaine, on pense que les femmes sont très sérieuses financièrement. À la maison, on peut donner l'argent de la popote à maman, ça va toujours suffire. Mais quand on parle d'entrepreneuriat, on n'est pas, selon lui en tout cas, hein, on n'est pas très, très d'accord pour donner des financements. Donc la question est de savoir, est-ce que c'est vraiment une réalité qu'à des moments où, à des discussions, on va donner un financement à un homme facilement qu'à une femme? Et sinon, s'il y a quand même des initiatives, ce serait bien de les citer également. D'accord. Alors, sur cette question, moi, je voudrais déjà d'emblée, je vais donner un chiffre, hein. Alors, les femmes entrepreneurs, il faut savoir, par exemple, quand on prend le domaine de la production alimentaire et agricole, 60% à 80% de ce secteur est pourvu par les femmes en Côte d'Ivoire. C'est important. Le truc, ce qu'on remarque en fait, c'est que les femmes sont dans une certaine précarité. Elles évoluent majoritairement dans le secteur informel. On a envie de dire que la paupérisation a un peu un visage féminin. Vous prenez par exemple le cas de l'alphabétisation. Vous avez un taux d'analphabétisme en Côte d'Ivoire qui est à peu près de 43%. Mais dans les 43%, vous avez 60% de femmes analphabètes. C'est-à-dire que malheureusement, elles sont le maillon le plus faible, mais le maillon qui travaille beaucoup et qui produit beaucoup. Pourquoi est-ce que les hommes bénéficient de plus de financement? Je pense que c'est une question de proportion et de réalité de terrain. C'est-à-dire que vous allez sur le terrain, vous allez dans le monde de la finance,
On est aujourd'hui en train de parler du numérique, hein, mais en réalité, quand vous allez par exemple dans le monde de la finance, il est dominé par des hommes, bizarrement. Pourtant, beaucoup de femmes s'orientent, mais ceux qui prennent les décisions dans le monde de la finance, ce sont des hommes. Donc, ce qu'on dit, c'est que la société a besoin d'un petit équilibrage. Si de plus en plus, vous voyez plus d'hommes autour d'une table de décision, d'allocation de prêts, vous avez des proportions de femmes qui sont relativement importantes, vous allez voir qu'il va naturellement avoir un changement de pourcentage qui va s'opérer. Le truc, c'est que après, à côté de cela, sur cette partie culturelle ou ce tableau de société-là, il faut que aussi les femmes soient encadrées. Elles ont beaucoup d'initiatives, elles font beaucoup de choses, mais elles ne savent pas quelquefois qu'elles peuvent aller plus loin. Elles ont peut-être des dossiers de demande de prêt qui ne sont pas des dossiers solides parce que ça n'a pas eu le temps d'être porté à maturité, d'être éprouvé. Il n'y a pas eu les études qui vont avec, les études de marché. Les études de marché, dans l'entrepreneuriat, je connais des gens qui disent qu'on n'a pas besoin, tu as le flair du marché, tu commences à vendre et ça marche effectivement. Ça marche jusqu'à un certain niveau. Mais quand vous voulez maintenant prétendre passer à l'échelle et adresser un certain type de marché, à ce moment-là, vous avez besoin d'être mieux structuré, organisé. Et là, vous avez besoin que vous montiez des dossiers qui sont bancables, des dossiers qui sont solides, pour pouvoir bénéficier de ces prêts-là. Donc, en termes de solutions, il faut que les femmes soient orientées vers les structures d'encadrement. Encore, ce que je peux dire, je pense qu'en termes de prêts, j'avais dit tout à l'heure, il y a même le fonds de la première dame, je ne sais pas comment ça marche, mais je sais que ça existe, je le dis comme ça. Il y a le fonds Femmes et Développement qui existe aussi au ministère de la Femme, qui donne mandat à pas mal de microfinances, justement, où les fonds sont logés, d'octroyer des prêts aux femmes. Et en termes d'encadrement, je voudrais aussi revenir sur une initiative en cours au niveau de la BAD, de la CEDEAO, sur laquelle je travaille. C'est l'initiative 50 millions de femmes africaines ont la parole. Elle va être lancée à travers la plateforme numérique womanconnect.org ce lundi 25 à Kigali. Alors c'est une plateforme justement qui veut être un instrument de promotion de l'entrepreneuriat féminin et au service donc de l'autonomisation économique de la femme. Qu'est-ce qui va s'y trouver? Toute l'information financière et non financière. Quand on parle d'information financière, justement, c'est toutes les opportunités de financement qui peuvent exister, auxquelles les femmes peuvent prétendre. L'information non financière, c'est l'information qui va être dédiée à la structuration, à l'organisation, à la base de connaissances, justement, pour permettre aux femmes entrepreneurs d'avoir tous les moyens nécessaires pour se développer, pour aller de l'avant dans les voies qu'elles auront choisies dans l'entrepreneuriat, et aussi des espaces de forum et de mentoring pour les accompagner un peu plus. Voilà ce que je peux dire. Pour compléter un peu rapidement ce que Christelle vient de dire, c'est que pour ma part, un projet, il est financé parce qu'il est viable, parce qu'il a un business plan clair et qu'il soit porté par un homme ou par une femme. Ce qui peut arriver, c'est que, comme on l'a dit tout au long de ce panel, c'est que la femme, culturellement, quelque chose qui est en train de changer, n'a pas eu forcément cette éducation, n'a pas été formée sur un certain nombre de choses, ce qui fait que son projet, des fois, n'est pas finançable ou n'est pas bancable. Et c'est en cela que des structures comme Orange Fab, comme d'autres structures, comme des structures qui sont pilotées par la BAD et d'autres institutions, accompagnent ces femmes-là justement à travailler sur leurs projets et permettent que ces projets-là soient finançables et qu'on puisse les accompagner beaucoup plus profondément. C'est vraiment l'un des axes majeurs. Et c'est pour cela que, pour leur donner encore plus de chances, puisque culturellement, ils n'ont pas eu forcément ces chances-là, il y a des structures qui sont créées. On a parlé tout à l'heure de Woman Startup au sein de Orange Fab, qui accélère et accompagne ces femmes-là. On a parlé des maisons digitales qui les aident, en plus de l'alphabétisation dont j'ai parlé, qui les forment sur tout ce qui est module financier pour qu'elles apprennent à faire de la gestion, qu'elles apprennent à gérer leur comptabilité pour qu'on puisse voir que ce projet-là, il peut tenir. Voilà un peu. D'accord, donc on retient qu'il y a des financements,
c'est peut-être parce qu'elles n'ont pas calibré les dossiers. Donc, il y a vraiment des financements, il y a des possibilités d'accompagnement pour les aider à avoir ces financements-là. Alors, je vais combiner toutes les questions parce qu'elles gravitent autour de la même problématique. Daouda qui dit, est-ce qu'on n'a pas un problème culturel dans la façon de voir la position de la femme qui fait qu'elle n'arrive pas même à entreprendre, à accepter en fait tout ce que le monde offre et en plus le secteur d'activité des TIC. Eulalie dit que il y a des stéréotypes à briser parce qu'avec leur initiative de formation, ils reçoivent des femmes qui s'inscrivent, mais au bout d'un moment, elles ne veulent pas. Elles se disent c'est trop fatigant, c'est contraignant. À la maison, on dit que c'est pas pour les femmes, donc elles abandonnent le processus de la formation. Alors la question, en tout cas, elle gravite autour de la même problématique. Est-ce qu'il ne faut pas donner une autre communication aux femmes et leur dire les femmes, vous pouvez y arriver? Alors, pour moi, la question de l'égalité, je ne la traiterai pas ici de cette manière parce que on est à une étape où tout le monde sait, chacun sait ce qu'il veut faire. Donc, elle est à deux niveaux. Des jeunes qui sont en cours de constitution, c'est-à-dire qui ont entre 10 jusqu'à 16 ans. Donc, il y a ce qui s'applique à ces personnes-là et il y a des gens qui ont au-delà de cet âge-là. Et donc, pour moi, en tout cas, ce que nous, on fait au niveau de Dynamique Excellente d'Afrique, on fait beaucoup de développement personnel. On aide justement les femmes à savoir qui elles sont. La question aujourd'hui, ce n'est pas de dire à une femme, tu marches à côté, tu marches devant ou tu marches derrière. Mais c'est de savoir d'abord elle-même où est-ce qu'elle veut marcher. Parce que même si vous la mettez devant, qu'elle n'a pas envie de marcher devant ou qu'elle n'intègre pas qu'elle est devant, elle sera devant, mais c'est celui qui est derrière qui va lui donner la voie à suivre. Donc c'est déjà qu'elles-mêmes elles sachent ce qu'elles ont envie de faire, qu'elles ne laissent pas quelqu'un leur imputer ce qu'elles doivent faire. Et puis deuxièmement, ce qui est compliqué avec les femmes qui sont déjà majeures, c'est qu'elles ont été un peu trop conditionnées. Donc, il y a beaucoup de choses auxquelles elles croient qui ne sont pas forcément vraies, qui commencent des formations qui ne les terminent pas, parce que soit elles ont rencontré une femme qui leur a dit, tiens, ou un homme qui leur a dit, si tu fais tel métier, tu ne vas pas avoir un mari, aucun homme n'accepterait de prendre telle femme, tu ne pourras pas faire d'enfant, ou bien il y a tout ça aussi qui se crée. Mais après, comment je laisse ces avis extérieurs m'influencer? Si je sais où je fais, je sais ce que j'ai envie de faire, peu importe ce qu'on me dira, j'arriverai à ajuster ma monture. C'est un peu mon avis sur la question. Alors, sur ce point, j'ai souri tout à l'heure quand la dame de Saint-Plan a parlé des femmes qui n'achèvent pas et tout. Et ça, bon, je ne sais pas, il y a un peu quelque chose d'intrinsèque, peut-être aux femmes, je ne sais pas. L'effort jusqu'au bout. La technique, peut-être que c'est l'environnement culturel qui a vraiment broyé le mindset des femmes, qui rend ça un peu difficile. Après, il y a un gros poids culturel dans tout ça. Il y a un gros poids culturel et il y a beaucoup de stéréotypes, en fait, qui fait que les femmes, même si elles ne veulent pas aller dans la difficulté vraiment, elles aiment rester, pour certaines, pas tout le monde, sur la surface. Et là où il faut trop creuser, à un moment, stop, on dit non. Alors que quand tu es en formation, la formation, c'est la formation. Il faut pouvoir le faire, acquérir, et puis ensuite, maintenant, se déployer. Alors, il y a les situations, elle a bien fait de relever les questions d'âge, de tranche d'âge, parce que les centres d'intérêt varient à un moment ou à un autre. Les femmes, par exemple, sur la question de la dame de Haïti, les femmes vont exercer leur leadership de façon plus prononcée quand elles auront se seront plus ou moins accomplies socialement. Voilà, quand elles auront fini de stabiliser tout ce qui est famille, tout ce qui est professionnel, plus ou moins des carrières abouties, à ce moment-là, vous les verrez un peu plus sur la place publique en griffe. Mais avant ça, et c'est ce qui impacte aussi l'évolution des femmes dans le secteur numérique, parce que, surtout pour le métier de développeur, c'est chronophage. Ce sont des emplois qui prennent beaucoup de temps. Et si on a la paresse et qu'on n'a pas le bon compagnon en griffe, parce qu'il faut être accompagné aussi de quelqu'un qui comprend vos ambitions et qui vous soutient
et avec qui vous pouvez discuter et ménager vos emplois du temps, etc. Si ça n'existe pas, si vous avez d'autres types de pressions encore qui existent, c'est clair qu'une femme aura vraiment du mal à aller très loin dans le secteur des TIC, en tout cas pour les métiers hard, pour les métiers du cœur du numérique. Voilà. Alors Dominique, j'ai envie de te demander, est-ce que tu connais, toi, des initiatives qui se font à l'intérieur pour aider les femmes à s'intéresser au TIC, sachant que Maïmouna, elle a son activité, ses initiatives de formation, mais qui sont vraiment axées sur les enfants, donc les plus jeunes, dans des écoles. Mais est-ce que vous Dominique? Ok. Il y a pas mal d'initiatives que nous avons, hein, je veux dire, qui touchent aussi bien le milieu urbain que le milieu rural. Comme je disais tout à l'heure, on a développé au sein du groupe Orange ce qu'on appelle des maisons digitales. D'accord. Des maisons digitales où on a des femmes et des jeunes filles d'ailleurs de tout âge qui viennent, qui apprennent le digital à tous les niveaux d'évolution. Hein. Celles qui savent lire ou écrire et celles qui ont envie de donner un coup d'accélérateur à leur activité. Donc on les accompagne et ça, on en a pas mal à l'intérieur du pays. On a également des formations et des accompagnements sur un peu plus le long terme qu'on fait. Là, on a 300 femmes qu'on a formées à Tiasalé, à Beauville et à Bengourou. Et ce sont des femmes entrepreneurs qu'on aide sur le long terme dans ce sens-là. On a également des initiatives qu'on appelle le prix de l'entrepreneur social. Dans ce prix-là, qui est ouvert d'ailleurs aux hommes et aux femmes, on a un focus sur le prix entrepreneur féminin. Et ce prix-là, il touche toutes les femmes, on va dire partout en Côte d'Ivoire. Et cela, on essaie de développer de plus en plus. Et on commence à toucher de plus en plus aussi la jeune fille. Comme j'ai dit, on a organisé chez The Code en partenariat. On fait des supercodeurs et on essaie d'étendre dans des écoles. Donc, pour pouvoir les aider justement à avoir cette estime de soi, à vouloir oser depuis le bas âge, parce que c'est super important. Alors, avec mon organisation Femmes et TIC, on a un programme qui s'appelle Club TIC, le numérique pour tous. Donc l'idée, c'est de dire que dans le numérique attend tout le monde, aussi bien les jeunes garçons que les jeunes filles. Et donc, c'est un programme qui a été écrit à l'attention de tout ce qui est école, université. Et donc, nous avons des clubs dans certaines écoles à Abidjan. Et nous n'avons pas encore déployé, mais cette année scolaire, nous prévoyons pour à partir de janvier l'intérieur du pays, le centre et le nord. C'est ce qui a déjà été identifié. Au niveau national, je sais que par exemple, le programme e-agriculture de l'État, avec le ministère de l'économie numérique, qui s'appelle PSN2A, a eu une action qui s'appelle Save et Hack. C'est un hackathon qui est adressé à des solutions pour l'agriculture durable. Donc des solutions numériques pour l'agriculture durable. Et dans le cadre de cet hackathon-là, ils font un peu un tour du pays, dans plusieurs villes, où ils prennent le temps de former les jeunes des villes qu'ils visitent, et pour leur apprendre un minimum de code, pour leur apprendre à faire sortir des projets qui sont des solutions réelles, qui devront avoir un impact réel sur leur communauté. Et donc ces solutions-là vont être portées dans une compétition nationale et tout ça. Donc moi je pense que dans tout ça, il faut voir, il y a plusieurs axes. Il y a l'action macro qui doit être portée par nos États. Nos actions de sensibilisation, nous, en tant que société civile, doivent aussi toucher nos gouvernants pour qu'ils s'intéressent un peu plus à la situation de la femme dans ce secteur et pour qu'ils développent davantage, en partenariat avec le privé et la société civile, des programmes qui permettraient de toucher un peu plus la population, aussi bien citadine que rurale. Voilà. D'accord, on va prendre un mot de fin de nos différentes intervenantes, mais on va rappeler aussi qu'il y a quand même dans la salle des initiatives par rapport à la formation. On a Daouda dans le fond avec Anne Sut. Ils font vraiment beaucoup de formations à l'intérieur pour répondre à la demande de la jeune journaliste. Donc, après notre échange, vous pouvez vous rapprocher des personnes. Je pense qu'il y a aussi Eulalie juste derrière vous avec sa formation qui accepte des femmes. Moi, je suis vous, j'envoie un mail à Eulalie pour dire le nom de votre village. Je suis sûre qu'ils partiront là-bas pour une formation. Donc, c'est aussi ça l'intérêt d'avoir ce genre d'événement-là. Avant de vous laisser encore, je veux dire à notre ami du Mali, effectivement, moi, j'ai envie de faire un cri de cœur aux organisateurs de Africa Hub Festival en leur disant aujourd'hui, à la fin de notre panel,
on a une idée, on veut mettre en place une plateforme où des femmes vont aller parler, vont aller donner des solutions surtout, parce que ça c'est plus important, et dire on a des problèmes à l'ouest, mais avec Femmes et TIC, on a trouvé des solutions à Abidjan qu'on peut bien dupliquer au Mali, en Caraïbes et tout ça. Donc votre mot de fin. On a parlé d'entrepreneuriat féminin, favoriser l'intégration des femmes dans le secteur des TIC. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Christelle. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir? Moi, j'ai envie de dire qu'il n'y a aucune barrière. Il n'y a aucune barrière. Toute chose est à la portée de tout le monde, que ce soit homme ou femme. Nous sommes issus d'éducations, d'environnements différents, mais ceux qui sont dans cette salle ont une chance énorme. Parce qu'il y a des choses qu'il faut avoir entendues à un certain âge, qui déclenchent un certain nombre de choses dans votre vie et qui vous donnent des orientations ou des pistes. Je ne suis pas aussi vieille, mais quand je parle, quelquefois je dis à mon époque, les gens rient, mais c'est une réalité. C'est-à-dire qu'il y a des choses que moi, quand j'ai eu le bac, je n'ai pas entendues. Je n'ai pas entendu, mais j'ai eu la chance, par l'entremise de quelqu'un de ma famille, d'intégrer une association qui était naissante en Côte d'Ivoire et qui était déjà en plein dans le sujet de l'informatique. Et c'est ce qui a fait de moi ce que je suis devenue aujourd'hui. Mais c'est des opportunités comme ça qui existent dans la vie de chacun, il faut savoir saisir. Il faut que, pour les femmes aussi, aujourd'hui le numérique est un formidable levier, on l'a dit. Elles ne savent pas où se tourner. Celles qui sont ici peuvent poser des questions à toutes les personnes qui ont été indexées durant ce panel, mais aussi, quand elles sont sur Internet, il faut en faire un usage utile. Google existe. On peut taper en fonction de son besoin, de son intérêt, faire une recherche et avoir une liste d'éléments d'information. Alors, je voudrais terminer, moi, en conclusion sur la question du réseautage. C'est un point important, le réseautage. C'est un point, justement, qui permet, justement, de se créer des opportunités. Au niveau de Femmes Éthiques, nous avons impulsé, en Afrique francophone, un réseau de femmes éthiques, on va dire, en griffe. Toutes les associations pays qui existent, qui sont membres de cette plateforme-là, ne portent pas forcément le nom Femmes Éthiques, mais la plupart. C'est le réseau, on appelait Femmes Numériques et Développement. C'est une plateforme justement de réseautage qui permet, à cause de la langue que nous avons en partage, donc est le français, de pouvoir se mettre ensemble, s'encourager, répercuter nos initiatives, reproduire nos initiatives dans différents pays, prendre exemple, etc., et développer dans tous ces pays-là, justement, une meilleure appropriation des technologies pour les femmes. Ils existent aussi en Haïti, c'est les Caraïbes, mais ce n'est pas la Guadeloupe. Et donc, il faut que cette synergie d'action-là se mette en place. Et si au niveau civil, on arrive à faire des choses vraiment bien, le verrou va sauter au niveau décisionnel. Voilà. Et donc, ça sera une chance véritable pour tout le monde. Voilà, c'est une réelle opportunité. Merci beaucoup, Christelle. Dominique? Alors, ce que je dirais comme mot de fin, c'est que nous avons beaucoup de chance. Nous avons toutes beaucoup de chance parce que nous sommes à un ère d'évolution numérique. Nous sommes à un moment où aussi bien les États que le privé, que les associations, que tout le monde est conscient que le numérique va aider justement à développer tout ce qui est entrepreneuriat. Il y a pas mal de choses qui sont mises en place. Il y a, comme je vous ai dit tout à l'heure, les Orange Fab, il y a les maisons digitales, il y a l'encadrement et le financement que nous apportons. Il y a également ce réseautage-là qui vous permet en fait de connaître les gens, de vous connaître entre vous, de vous associer, de vous mettre ensemble pour lancer un produit qui aura beaucoup plus d'envergure, qui aura beaucoup plus d'impact. Et ce qui reste à faire, c'est d'oser. Donc tout ce que je peux vous dire, c'est oser. Oser. Alors, Maïmouna, à toi. Donc déjà, avant mon mot de fin, je souhaiterais dire à la jeune dame, la journaliste, que nous, à Dinex Africa, justement, on a compris l'utilité de s'adresser aux filles qui sont dans les zones rurales. Donc, on a initié justement une tournée qui va se faire en décembre, pendant laquelle on sera dans la région du Poro pendant 10 jours. On va travailler avec les filles, on va faire les mêmes choses qu'on fait à Abidjan ici, que ce soit de la robotique, du drone, du développement web, tout ce qui est programmation, utilisation de l'outil informatique. Parce qu'elle a touché une bonne question du doigt, c'est que
En règle générale, on fait les choses à Abidjan et on pense qu'on a tout fait, alors qu'on n'a rien fait. Là-bas, on rencontre des filles qui sont en terminale, qui ne savent même pas utiliser un ordinateur, pas parce qu'il n'existe pas d'ordinateur, mais parce qu'elles n'ont pas d'intérêt, elles ne savent même pas que c'est important pour elles. Donc, l'une des choses, en tout cas, qu'on essaie de faire, je pense qu'elles aussi, elles le font avec leurs organisations. Donc, on va entamer cette tournée-là, c'est la première étape et ça ne sera pas la dernière étape. En ce qui concerne mon mot de fin, ce que je souhaiterais dire, c'est qu'aujourd'hui, on est tous conscients du challenge que la technologie représente et du fait que les femmes doivent jouer un rôle majeur. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Ce que je souhaiterais, c'est qu'on arrête de faire des tirs dispersés, qu'on se mette ensemble à un moment, qu'on crée, que ce soit un programme homologué ou quoi au caisse, mais en tout cas, il faut qu'on trouve une ligne de conduite que tout le monde devra suivre. C'est bien, moi j'ai mon organisation, Christelle a son organisation, et il y a Véronique Quadio qui est là, qui parle aussi de ce que Orange Fab fait. Marie-Pascale aussi en a, Eulalie et Raïssa sont derrière avec Simplon. On a pas mal d'organisations comme ça, avec des programmes différents, et on est tous là, chacun dans notre petit coin, on fait ce qu'on a à faire, mais on n'arrive toujours pas à avoir l'impact qu'il faut. Moi, je travaille beaucoup plus à Abobo et Koumassi, mais je parie que Eulalie rencontrera des filles qui sont à Abobo ou des garçons qui diront qu'ils n'ont jamais entendu parler des STEM. Par contre, si on joint nos forces, si on se met ensemble, on peut faire bouger les choses. Je ne sais pas, Christelle a dit, il y a des verrouilles au niveau de l'État, mais moi, je suis à un niveau de philosophie où je ne compte même pas sur l'État. Pour moi, les choses peuvent se faire par nous-mêmes. Est-ce qu'on a envie de le faire? C'est ça la question. Est-ce qu'une femme a décidé de faire quelque chose un jour et elle ne l'a pas réussi? Je ne pense pas, parce que chaque jour, c'est ce challenge que je relève. Donc ça, c'est mon mot de fin. Merci beaucoup. Alors, nous tenons à vous remercier encore. Merci de vous ovationner. On va se préparer pour prendre une photo pour le panel. Nous rappelons que nous avons parlé d'entrepreneuriat féminin, favoriser l'intégration des femmes dans les TIC, dans le secteur des TIC. Nous étions avec Maïmouna Koné, Nous étions avec Véronique Quadio de Orange Fab et Christelle Assirou de Femmes Éthiques. Donc, on va se tenir debout pendant que je tiens le micro. On a envie de vous dire, croyez en ce que les femmes peuvent entreprendre dans le secteur des TIC, mais croyez aussi que les hommes peuvent nous aider parce qu'on n'est pas dans un combat où c'est totalement femmes. Le monde est composé d'hommes et de femmes et on vous dit merci de rester à l'Africa Web Festival 6e saison. Numerica Event est une application qui regroupe en son sein 3 modules. Le module de gestion d'événements, le module de théorie et le module de mise en relation. Pour quelqu'un qui souhaite organiser un événement, il peut utiliser notre plateforme, non seulement pour trouver des lieux, avoir une certaine visibilité par rapport à son événement qu'il prépare, aussi trouver des partenaires, une certaine planification également, une meilleure gestion, une organisation, une meilleure réussite de son événement. Sur ce fil d'actualité, on peut trouver les différents posts des différents utilisateurs de l'application. Du coup, la première fois que je vais tomber sur l'application, tu peux trouver un post sur une entreprise où tu peux te rendre comme ça. Tu peux t'entrer au cinéma et tu vois que il y a un utilisateur qui est mécontent qui dit le film devait passer à ça, voilà,
même temps, toi, tu sais. Notre valeur ajoutée, c'est tout ça sur cette plateforme. On amène les utilisateurs à reprendre en fait. Parce que les applications pour compter les services d'entreprise, mais c'est juste pour commenter. On amène les utilisateurs à utiliser ces services et faire un retour forcément. Waouh, faut dire qu'on a une ambiance très forte. Franchement, pour la très grande majorité, on ne se connaît pas. On s'est rencontrés et avec un bio, je dirais, on a réussi à agencer, à dispatcher les tâches et grâce à Dieu, on a tenu et ça a produit ce que ça a produit aujourd'hui. Je suis Mireille André, je fais partie de l'équipe de mentors et de coachs qui ont encadré ces jeunes postes-là pendant 48 heures. Il s'agissait pour les équipes, et j'insiste là-dessus, d'étudiants. Il s'agissait pour eux de produire deux applications. La première application permettait de faire un retour d'expérience des utilisateurs sur des services ou produits. Ensuite, la seconde application dans le domaine de l'événementiel permettait de gérer des événements numériques de bout en bout. Parmi vous a déjà assisté à un événement aussi bien organisé que l'Africa Web Festival 2018. Par contre, moi, j'ai vécu beaucoup d'expériences heureuses en participant à certains événements. J'ai eu à faire que d'un très long rang, on ne retrouvait même pas mon nom, il y avait un problème d'orientation. Et tout cela m'a ôté mon enthousiasme face à ces événements. Nous allons accentuer notre démonstration de la création d'un événement à la gestion et le deuxième de la consultation d'un événement à la réservation d'un ticket. Actuellement, l'événement d'actualité, c'est l'Africa Web Festival. Donc, je viens sur l'événement Africa Web Festival et je clique sur l'événement. Quand c'est fait, je constate l'événement. Il y a la description de l'événement, il y a le programme de l'événement, et juste là, il y a une map qui nous indique le lieu où se déroule l'événement. Et voilà la carte Google Maps. Quand cela est fait, je suis le bouton pour participer à l'événement. Et je remplis le